Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un cours de biochimie métabolique. En fait, l'intégralité du cours de biochimie métabolique. Donc tout d'abord, origine de la matière et de l'énergie. Selon l'origine de l'énergie utilisée, on a petit 1, le phototrophe, organisme uni ou pluricellulaire qui utilisent l'énergie lumineuse pour synthétiser leurs propres molécules énergétiques à partir de molécules simples, comme les plantes par exemple, qui utilisent le CO2 atmosphérique ainsi que les minéraux du sol. Ensuite, nous avons les chimiotrophes, organismes unis ou pluricellulaires qui utilisent l'énergie contenue dans les molécules pour fabriquer leurs propres molécules organiques, comme les animaux qui mangent d'autres animaux ou d'autres plantes. Ensuite, voyons voir. Selon l'origine de la matière utilisée, on aura les lithotrophes, organismes unis ou pluricellulaires qui synthétisent leur matière organique à partir de molécules minérales. On a les organotrophes, organismes unis ou pluricellulaires qui synthétisent leur matière organique à partir de matière organique préexistante. Ensuite, selon la dépendance au carbone, nous avons les autotrophes, organismes unis ou pluricellulaires qui synthétisent leur matière organique à partir de composés inorganiques et d'énergie. Hétérotrophes, organismes unis ou pluricellulaires qui synthétisent leur matière organique à partir de composés organiques préexistants. Passons aux glucides. Avec la glycolyse. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la glycolyse? La glycolyse est la voie du catabolisme oxydatif anaérobie du glucose en pyruvate. Oxydatif, ça signifie qu'il y a un enlèvement d'atomes d'hydrogène qui sont pris en charge par le NAD+. Anaérobie, ça signifie que ça n'a pas besoin d'oxygène et a lieu en même temps en sa présence pour se réaliser. Voie cytosolique. Le glucose est à la fois source d'énergie et précurseur de molécules d'intérêt biologique. Par exemple, en anaérobie, on dit du glucose jusqu'au pyruvate avec un faible rendement énergétique de molécules d'ATP par molécule de glucose, en aérobie du glucose jusqu'au pyruvate et au-delà, ce dernier étant dans la mitochondrie via l'acétyl-CoA, complètement oxydé en CO2 et H2O, avec un fort rendement énergétique
qui est de 38 molécules d'ATP par molécule de glucose. La glycolyse est précurseur de molécules d'intérêt telles que le glycérol 3-phosphate ainsi que le pyruvate, qui permettent par exemple de donner des acides aminés. Où est-ce que ça se passe et quand? Donc ça se passe chez les prokaryotes et chez les eucaryotes. Dans toutes les cellules, mais à des degrés divers. Avec quoi? Origine alimentaire, origine de la digestion de polysaccharides et de disaccharides, et de disaccharides, origine métabolique à partir de précurseurs non glucidiques, néoglucogénèse, de G6P, et le G6P est issu du catabolisme du glycogène tissulaire, la glycogénolyse. Comment? Deux phases de 5 réactions. Phase d'investissement d'énergie, à savoir dépense de 2 molécules d'ATP par molécule de glucose, une au niveau glucose et glucose 6-phosphate pour séquestrer le glucose dans la cellule, et une au niveau du fructose 6-phosphate et fructose 1,6-diphosphate. Puis phase de retour sur investissement, recette 4 molécules d'ATP, par exemple la molécule de PEP, phosphoénolpyruvate et pyruvate, et entre les deux, un gain d'ATP. Donc pour la glycolyse, nous avons glucose avec ATP converti en ADP, catalysé par une glucokinase qui est une sorte d'exokinase. Nous obtenons du glucose 6-phosphate qui par la suite est converti en fructose 6-phosphate par la phosphokinase isomérase, phosphoexose isomérase. Puis par la suite, le fructose 6-phosphate est converti en fructose 1,6-bisphosphate, convertissant de l'ATP en ADP via la phosphofructokinase. Cette fructose 1,6-bisphosphate donne via l'aldolase, soit d'un côté du dihydroacétone phosphate, que l'on appelle plus communément DHAP, soit du glycéraldéhyde 3-phosphate et G3P. Il y a une interconnexion entre les deux via l'enzyme treilleuse phosphate isomérase. Par la suite, le glycéraldéhyde 3-phosphate donne du 1,3-bisphosphoglycérate
via l'enzyme glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase, convertissant du phosphate et du NAD+ en NADH, H+. Le 1,3-bisphosphoglycérate donne du 3-phosphoglycérate, convertissant de l'ADP en ATP via l'enzyme phosphoglycérate kinase. Le 3-phosphate-glycérate donne du 2-phosphoglycérate via l'enzyme phosphoglycérate mutase. Et enfin, le 2-phosphoglycérate donne via l'énolase, relâchant au passage du H2, du phosphoénolpyruvate. Ce phosphoénolpyruvate donne, convertissant de l'ADP en ATP, du pyruvate via la pyruvate kinase. Maintenant, bilan de la glycolyse. Glucose plus 2PI plus 2 ADP, PI étant le phosphate, plus 2 NAD+, donne 2 pyruvate plus 2 ATP plus 2 H2O plus 2 NADH, H+. Devenir du NADH, H+. La poursuite de la glycolyse exige la réoxydation du NADH+. Le NAD est réoxydé en anaérobiose dans le cytosol par fermentation. Fermentation lactique. Glucose donne d'une part du DHP et d'autre part du G3P. Il y a une interconnexion entre les deux. Puis le G3P donne du 1,3-BPG via la G3PDH, convertissant au passage du NAD+ en NADH, H+, puis le 1,3-BPG donne du pyruvate, puis convertissant au passage, le pyruvate donne du lactate via la lactate déshydrogénase, convertissant du NADH, H+, en NAD+. Ensuite, nous voyons la fermentation alcoolique. Donc, le pyruvate donne de l'acétaldéhyde en relâchant au passage du CO2, et cela via la pyruvate décarboxylase. Puis l'acétaldéhyde décharge du NADH, H+, en NAD+, et donne via l'alcool déshydrogénase de l'alcool éthylique. Le NAD est réoxydé en aérobiose dans la mitochondrie par la chaîne respiratoire et les oxydations phosphorylantes. Le NADH, H+, cytosolique, ne pouvant traverser la membrane interne mitochondrienne, les équivalents réducteurs sont pris en charge par deux navettes
qui les font passer du compartiment cytosolique vers le compartiment mitochondrial, navette du glycérol 3-phosphate. Donc, nous avons le compartiment cytosolique dans lequel s'exécute la glycolyse, et dans celle-ci, il y a le moment où le DHAP est converti en G3P. Cela permet la déshydrogénation du NADH H+ en NAD+, ce qui, dans la mitochondrie, fait agir la PDH, G3PDH mitochondrial, convertissant du FDH2 en FAD, et cela permet l'entrée de l'ATP. Par la suite, nous voyons la navette malate-aspartate, donc glycolyse, donne du NADH+, qui entre dans la membrane, NAD+, et cela permettant la réaction via la MDH et déshydrogénant de l'oxaloacétate en malate, qui ensuite entre dans la mitochondrie et devient de l'oxaloacétate. Par ailleurs, la NAD+, donne par la suite du NADH+, le tout avec de l'ATP. Ensuite, cet oxaloacétate donne de l'aspartate. Au passage, il y a conversion du glutamate via l'azate en alpha-cétoglutarate. Cet aspartate ressort et redonne de l'oxaloacétate, convertissant au passage de l'alpha-cétoglutarate en glutamate, puis devenir du pyruvate. Le pyruvate est le substrat en anaérobiose de la fermentation alcoolique ou lactique. En aérobiose de la réaction de décarboxylation oxydative en acétyl-CoA. Donc, nous passons à la suite. Avec la décarboxylation oxydative dans la matrice mitochondriale. Le pyruvate plus CoA plus NAD+, donne acétyl-CoA plus NADH+, plus CO2. Elle est catalysée par la pyruvate déshydrogénase, PDH. Donc là, on voit une molécule. Puis ensuite, nous voyons un cycle qui est la décarboxylation oxydative. Dans ce cas, nous partons du pyruvate CH3COCOH et nous perdons un dioxyde de carbone. Celui-ci permet la formation
de d'autres choses et on ne peut pas vraiment le dicter comme ça puisque les noms ne sont pas sur les molécules. En revanche, il faut rappeler qu'il y a une importance primordiale de 3 enzymes, à savoir la pyruvate déshydrogénase à groupement prostétique, pyrophosphate de thiamine, TPP. Ensuite, il faut rappeler qu'il y a la E2, qui est la dihydrolipoïne transacetylase, à groupement prostétique, acide lipoïque et à coenzyme A. Et enfin, il y a la E3, dihydrolipoïne déshydrogénase. Néoglucogénèse. Donc, la néoglucogénèse, qu'est-ce que c'est? Le glycogène, est un homopolysaccharide ramifié dont les unités de déglucose sont unies par des liaisons euglucosidiques intrachaînes alpha 1,4 et interchaîne alpha 1,6. Le métabolisme du glycogène comprend son catabolisme en G, en P ou en glucose, glycogénolyse, sa synthèse, la glycogénogénèse. Pourquoi? Le glycogène est la forme de stockage du glucose dans les cellules animales. Donc, le métabolisme du glycogène a lieu dans l'intestin, dans le foie, dans les muscles. Ensuite, dans l'intestin en période postprandiale, donc après le repas, le catabolisme digestif du glycogène alimentaire produit du glucose. Dans le foie, en période postprandiale, le glucose d'origine intestinale est stocké sous forme de glycogène grâce à la glycogénogénèse. À distance d'un repas, le glucose issu de la glycogénolyse est exporté vers les tissus consommateurs. Dans les muscles au repos, le glucose est stocké sous forme de glycogène grâce à la glycogénogénèse. En période d'activité musculaire, la glycogénolyse est la source immédiate de glucose qui est utilisée sur place comme substrat énergétique. Quand la direction du métabolisme tissulaire du glycogène vers la synthèse ou le catabolisme dépend de l'état nutritionnel, de la situation énergétique. Comment? PTH, PIPH, PIH. Donc, phosphorylyse de la liaison 1,4, alpha 1,4
puis transfert d'un groupement trisaccharidique, puis hydrolyse de la liaison alpha 1,6, phosphorylyse, isomérisation du G1P en G6P, hydrolyse du G6P en glucose. C'était la glycogénolyse. Puis par la suite, nous avons la glycogénogenèse, à savoir que nous avons la donc nous avons du glucose qui devient du G6P convertissant de l'ATP en ADP, puis via par l'action de la glucokinase qui est une exokinase, puis G6P devient du G1P via la phosphoglucomitase. Ce G1P devient de l'UTP par l'action de l'UTP glucose, phosphorylase, puis il y a aussi conversion de l'UDP en UDP glucose via un ATP qui est converti lui-même en ATP. Nous avons le glucogène synthèse, donc qui est un assemblage de N-glucose qui s'allonge, synthèse de chaîne linéaire alpha 1,4, mise en place des branchements alpha 1,6, glycogène synthèse, enzyme branchant, d'accord, liaison au glycosidique alpha 1,6, liaison au glycosidique alpha 1,4, Par la suite, la voie des pentoses phosphates. Qu'est-ce que c'est? Elle est source de NADPH, H+, précurseur du ribose-5-phosphate et a lieu dans le cytosol, ou voie ubiquiste, mais a lieu surtout dans le foie, dans les tissus adipeux, dans la glande mammaire, dans les tissus stéroïdogènes et dans les globules rouges. Maintenant, avec quoi et quand et comment, donc substrat le G6P, G6P donne G6P, donc G6P 6-phosphogluconate, qui vient donne du ribose 5-phosphate par l'action de la 6-PGDH,
contenant du NADH+, le ribulose 5-phosphate via la ribulose 5-phosphate épimérase donne du xylulose 5-phosphate, puis via une transcytolase donne du glycéraldéhyde 3-phosphate et enfin du F6P, fructose 6-phosphate. Le G6P donne du NADPH H+, donne ensuite et du 6-phosphogluconate. Celui-ci relâche du CO2 et du NADPH H+, puis et enfin du ribulose 5-phosphate. Celui-ci donne du ribulose 5-phosphate qui, par connexion avec la précédente réaction, donne du cédoéptylose 7-phosphate qui, encore une fois, par l'action de la transaldolase qui a fait une précédente réaction, donne de l'érythrose 4-phosphate qui, via la transcytolase, donne du fructose 6-phosphate. Et enfin, donc la dernière réaction qui est couplée avec la deuxième donne du G6P qui relargue du NADPH+, qui donne du 6-phosphogluconate, relarguant au passage du CO2+, du NADPH+, qui donne du ribulose 5-phosphate, qui donne par la suite du xylulose 5-phosphate, ce qui a pour utilité de former au passage du GA3P. Bien, ensuite, devenir du G6P, besoin en NADPH H+, augmente avec le besoin de ribose 5-phosphate, plus besoin de NADPH+, que de besoin en ribose 5-phosphate. Le ribulose 5-phosphate qui sort de la phase oxydative productrice de NADPH+, est isomérisé en ribose 5-phosphate, dont la plus grande part entre dans la phase non oxydative qui produit du F6P. Le F6P est soit interconverti en G6P, soit entre en glycolyse. Le besoin en NADPH est égal au besoin en ribose 5-phosphate. Le ribulose 5-phosphate qui sort de la phase oxydative productrice de NADPH+, est interconverti en ribose 5-phosphate dirigé vers les synthèses nucléotidiques. Le NADPH+ est utilisé aux synthèses réductrices. Ensuite, nous voyons que le besoin en ribose 5-phosphate est supérieur au besoin en NADPH+,
la phase oxydative est court-circuitée et la phase non oxydative est renversée. La G6P est convertie par la glycolyse en F6P et en G3P, qui par les réactions inverses de transcétolysation et de transaldolysation remonte au ribosome phosphate. Donc maintenant, nous passons au catabolisme de l'azote des acides aminés. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Le catabolisme des acides aminés s'accompagne toujours de l'enlèvement de l'azote aminé, soit par transamination, sauf la lysine, soit par désamination oxydative, comme dans le cas du glutamate, ou non, comme dans le cas de la sérine et de la cystine, ainsi que de la thréonine. L'azote, dont la forme minérale simple est le NH4+, est toxique et est éliminé par l'organisme sous forme d'urée ou sous forme de NH4+. Où et quand le catabolisme de l'azote aminé commence dans les tissus où a lieu la protéolyse, à savoir par exemple l'intestin, le muscle et le foie. Comment? Le catabolisme de l'azote aminé a lieu en deux temps. Enlèvement de l'azote aminé par double transamination ou transdésamination. L'azote aminé est véhiculé dans le sang par l'alanine et la glutamine. Élimination de l'azote aminé sous forme de NH4+, ou sous forme d'urée via le cycle de l'ornithine, cycle de l'urée. Nous avons donc la protéine alimentaire qui donne des acides aminés, qui par la suite donne des acides alpha-cétoniques, donc conversion de l'alpha-cétoglutarate en glutamate, puis l'alanine donne du pyruvate via l'alate. Les acides aminés, et particulièrement l'acide alpha-cétonique, donnent des acides aminés qui eux-mêmes vont donner à nouveau des acides alpha-cétoniques via l'alanine. Oui, c'est un sérieux micmac. Je n'arriverai pas à décrire le schéma. En revanche, je vais tenter de décrire ce schéma. Qui est le cycle de l'ornithine. Donc tout d'abord nous avons l'ornithine qui donne de la citrulline
converti au passage via la l'ornithine carbomoylase, convertissant du carbomoyle en phosphate tout court, donne de la citrulline, convertissant ensuite de l'ATP en AMP plus pyrophosphate, qui donne 2 PI, qui sont 2 PI, et ça via l'arginosuccinate synthèse, faisant rentrer de l'aspartate au passage, puis donne de l'arginosuccinate, puis cette arginosuccinase, puis cette arginosuccinate donne de l'arginine, qui via l'arginosuccinase donne donc de l'arginine et du fumérate. Cette arginine, par la conversion de l'arginine, par une conversion donne de l'ornithine via l'arginase, convertissant du H2 en urée. Cycle de Krebs, cycle de l'acide citrique. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Voie de catabolisme oxydatif aérobie du groupement acétyl sous forme active d'acétyl-CoA. Tous les enzymes catalysant cette voie sont mitochondriaux. Pourquoi acétyl devient source d'énergie, acétyl-CoA devient source d'énergie? Des intermédiaires du cycle sont le point d'arrivée de certains catabolismes, le point de départ de certains anabolismes. Quand et où? Donc ça se passe à peu près n'importe où, sauf dans les hématies et à peu près toujours. Comment? Origine de l'acétyl-CoA, glycolyse, catabolisme des exoses en pyruvate, transformé dans la mitochondrie en acétyl-CoA, hydrolyse des triglycérides, libère des acides gras, dont la bêta-oxydation produit de l'acétyl-CoA et du glycérol. Catabolisme des acides aminés rejoint le pyruvate ou l'acétyl-CoA. Le cycle de l'acide citrique est le point de départ de plusieurs voies anaboliques. Donc le cycle de Krebs, ça consiste en le fait
de faire entrer de l'acétyl-CoA qui permet de recharger de l'oxaloacétate et donc de former du citrate, convertissant au passage du H2O en CoA-SH